ces spectacles. Parce qu'il s'agit là de lutter contre la diffusion, l'expression de l'antisémitisme, du racisme, du négationnisme. Il y a un moment où il faut que cela cesse. D'après le ministre de l'Intérieur, je ne suis pas ministre de l'Intérieur, cela ne vous aura pas échappé, le spectacle en lui-même est consubstantiellement un trouble à l'ordre public. Mais on parle d'un spectacle qui va réunir, s'il avait lieu, à Nantes 5000 personnes, mais ailleurs plus encore. Oui, mais justement, je crois qu'il y a un moment où il faut que cela s'arrête. Il faut faire pression sur les directeurs de salles, sur les programmateurs, pour qu'ils décident de ne plus mettre Dieudonné à l'affiche. Dieudonné n'a jamais payer ses amendes. Qu'en est-il aujourd'hui? Je suis désolé de dire que nous avons affaire à un Dieudonné qui n'est plus un humoriste controversé. Ce n'est plus un humoriste non, pour vous. C'est un délinquant multirécidiviste. Un délinquant multirécidiviste. Et deuxièmement, alors même qu'il est multirécidiviste, il n'a pas eu les peines maximales qui vont jusque de l'emprisonnement. Vous allez, Moi, je pense jusqu'à dire qu'il faut qu'il fasse de la sur le fond, je pense qu'il faut aller jusqu'à des peines éventuellement d'emprisonnement avec ce type d'individu. Ça vient de tomber. Les propriétaires du théâtre de la Main d'Or souhaitent peut-être se débarrasser de Dieudonné. Donc c'est une information importante. Les officiers de la police judiciaire sont entrés dans les locaux du théâtre de la Main d'Or aux alentours de 12h20. La perquisition a commencé à ce moment-là, des perquisitions dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Paris. Dieudonné interdit de territoire en Grande-Bretagne. C'est une mesure rare, prise alors que le polémiste souhaitait apporter son soutien à Nicolas Anelka, jugé par les instances du foot anglais pour avoir fait une quenelle. Certains viennent pour rire aussi, c'est ce qu'ils disent. Oui, mais alors dans ces conditions, ceux qui venaient écouter Hitler parler des Juifs venaient aussi pour rire et pour entendre parler des Juifs. La plupart des gens qui viennent... Pas comparer Dieudonné à Hitler. Je ne compare pas Dieudonné à Hitler. Je m'en fous qu'il soit allé à Auschwitz. Dieudonné a promis la chambre à gaz à Patrick Cohen. Est-ce qu'on laisserait un néo-nazi, est-ce qu'on laisserait un nazi, est-ce qu'on laisserait un antisémite, un raciste faire des meetings comme le fait Dieudonné? Je connais les écrits de Dieudonné, je connais la parole, je l'ai vu faire la quenelle. Enfin quoi? C'est un monstre, c'est un animal, il n'a pas droit, même pas à notre parole. Les victimes, ce sont ceux qui sont morts dans les camps de la Shoah. Les victimes, ce sont leurs descendants qui sont stigmatisés. Est-ce qu'on va réhabiliter Pétain ? Oui, alors Dieudonné effectivement subit un harcèlement, une persécution qui est digne des films sur l'esclavage des Noirs fait par Spielberg à Hollywood. Hein. On l'empêche de jouer. Un public qui repart bredouille comme ici à Tours, cela commence à devenir une habitude pour les spectacles de Dieudonné, dont les interdictions tombent en cascade. Je veux dire que ces prochains spectacles à Paris seront interdits. Je l'espère. En tous les cas, on le demandera au préfet et on fera en sorte qu'il ne puisse pas s'exprimer. On n'est plus dans la liberté d'expression, on est dans autre chose. On encercle son théâtre avec un dispositif policier totalement illégal et qui coûtait 250 000 € par jour. Vous étiez venu assister au spectacle de Dieudonné aujourd'hui? Tout à fait. Bon alors qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes arrivé? Je suis arrivé avec mon ami Lenoir. On a eu la stupéfaction de voir que c'était fermé. Dont il y avait énormément de camions de CRS, je croyais qu'il y avait une manifestation de 5000 personnes. Ils ont bloqué toutes les rues, interdit d'entrer. Et puis là, on voit aussi une chasse à l'homme. Hein. On traque la bête noire avec des hélicoptères qui tournent autour de la maison, des huissiers qui arrivent à 8h15 du soir et qui passent par-dessus le portail sans s'annoncer et qui s'étonnent d'être mal reçus. La justice encore, et l'on reparle de Dieudonné après l'interdiction de son spectacle, puis son retour sur scène. Il est ce soir en garde à vue. Il est soupçonné d'avoir agressé un huissier venu lui réclamer des comptes. Écoutez, la question qui est encore plus importante, c'est celle de savoir pourquoi un huissier de justice qui vient délivrer les 5 commandements de payer concernant ces fameuses amendes impayées et pour lesquelles on n'a jamais essayé d'exécuter les décisions de justice depuis plusieurs années, a tenu lundi à les délivrer cette journée-ci et à une heure qui était à la tombée de la nuit, à 20h15. Comment dirais-je, des contrôles fiscaux dans tous les sens, etc. Toute l'après-midi hier, le domicile de Dieudonné a été perquisitionné par les enquêteurs. Ils y ont saisi des documents comptables
mais surtout une importante somme d'argent liquide. Environ 650 000 € et 15 000 $ ont été découverts. Les médias mentent systématiquement, pratiquement sur Dieudonné, en parlant d'évasion fiscale quand il s'agit d'investissement dans un pays qui est son deuxième pays. Ce sont des mouvements de fonds suspects d'un montant de plus de 400 000 € qui ont attiré l'attention de Bercy. Pour le Canard enchaîné, ils ont une même destination, le pays d'origine du père de Dieudonné, le Cameroun. Une enquête est en cours pour savoir qu'est-ce que c'est que ces étranges mouvements d'argent entre la France et le Cameroun. On reproche à Dieudonné d'investir de l'argent au Cameroun. Pourquoi pas ? Vous voyez, donc il y a énormément de mensonges. Donc, le prix à payer, d'ailleurs, c'est l'effondrement des médias officiels qui ne font que relayer l'appareil politico-policier français qui lui-même ne fait qu'obéir de façon pratiquement illégale et hors de tout cadre aux desiderata et aux exigences du CRIF et de la LICRA. Dieudonné est devenu un professionnel de l'antisémitisme. Il utilise sa réputation d'humoriste pour fabriquer de l'antisémitisme et le propager, et c'est très inquiétant. Contre l'antisémitisme, ici, la garde des Sceaux, le ministre de l'Intérieur sont entièrement mobilisés. Et vous savez qu'ils ne laissent rien passer. Le discours que nous avons entendu hier par François Hollande à l'Élysée était tout à fait significatif. Il était fait en présence de Manuel Valls et de Madame Taubira. Et on a vraiment le sentiment que ce gouvernement fait le maximum pour essayer de lutter contre ce phénomène. Mais il y a beaucoup à faire. Enfin voilà, on a tout ça qui se passe sous nos yeux. Ça fait d'ailleurs beaucoup de dégâts. Ça nous amène beaucoup de soutien supplémentaire. Et effectivement, c'est inquiétant, ça fait peur, mais c'est le combat à mener. J'aimerais dire, ça va passer ou ça va casser. Alors on va rappeler qu'en fait, on l'a accusé en volant des images de son spectacle qui est joué dans un théâtre privé. Donc déjà, tout est illégal de A à Z, puisque ce qui est illégal, c'est de piquer des images dans un théâtre privé où des gens ont payé pour écouter un spectacle. Et tu vois, lui, s'il Antoine, je suis pas sûr qu'il ait le temps de faire ses valises. Moi, tu vois, quand je t'entends parler de Patrick Cohen, je me dis, tu vois, les chambres à gaz. On lui a reproché une phrase ironique sur un certain Cohen qui avait fait la liste de Cohen. La liste de Patrick Cohen, qui serait une liste noire à France Inter. Tariq Ramadan, Dieudonné, Alain Soral, Marc-Édouard Nab, interdit d'antenne. Mais non, mais il n'y a pas de liste, parce que ces gens-là, je n'y pense même pas. Vous faites effectivement, vous invitez en plateau des gens qu'on n'entend pas ailleurs, mais vous invitez aussi des gens qu'on n'entend pas ailleurs et qu'on n'a pas forcément, que les autres médias n'ont pas forcément envie d'entendre. Je me demandais, en passant sur France 2, est-ce que vous continuerez d'inviter Tariq Ramadan, Dieudonné, Alain Soral, Marc-Édouard Nab? On a une responsabilité quand on anime une émission de débat public, on a une responsabilité, par exemple, de ne pas propager les thèses complotistes, de ne pas donner la parole à des cerveaux malades, parce que dans les gens que j'ai cités, je pense qu'il y a des cerveaux malades. Donc en fait, Dieudonné répondait de manière ironique et conique, et un peu sarcastique, à une attaque caractérisée d'un journaliste juif qui s'appelle Monsieur Cohen, qui avait fait une liste de gens qu'il ne fallait plus inviter dans les médias. C'est-à-dire, ces gens-là, non contents d'occuper à peu près tous les médias aujourd'hui, prétendent qu'en plus on ne pourrait plus y inviter de goy insoumis. Nous ne devons pas, ici à France Inter, et dans le service public, et je pense aussi dans les médias grand public, inviter des gens qui sont des propagateurs de haine. Voilà. Et d'ailleurs, si on veut faire du juridisme, etc., c'est dans le cahier des charges de Radio France, vous voyez. Et en fait, on a accusé Dieudonné d'antisémitisme, évidemment, c'est toujours pareil, ce chantage d'antisémitisme, ce harcèlement, alors qu'en fait, il répondait sur un mode comique à une persécution, une énième persécution qui subit de la part d'une communauté organisée depuis plus de 10 ans, et eux qui n'ont aucun humour. Écoutez, je crois qu'il n'est pas condamné par des personnalités comme moi, je crois qu'il est condamné aujourd'hui par tous les gens à peu près raisonnables. Là, je crois que les gens sont écœurés, quoi. Il y a un moment où trop c'est trop, il y a une espèce de nausée. Il faut arrêter de tourner autour du pot et de se demander si Dieudonné peut-être a des idées. Il dit, tout haut, tout fort, il trimballe des idées profondément antisémites. Et des idées graves, des idées... Je pense qu'il faut qu'il soit condamné pour ça, mais réellement, quoi. Est-ce que ce garçon n'est pas un petit peu dérangé, tout simplement? Parce que politiquement, il n'est pas structuré du tout. Pas du tout. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un problème, au fond,
d'équilibre mental. Donc il faut bien garder ça. Et au nom de ça, ils ont mis tout en branle un espèce de truc pour lui bloquer sa tournée. Pour le gouvernement, c'est le casse-tête juridique de ce début d'année. Comment interdire des propos antisémites avant même qu'ils ne soient prononcés? Après quelques jours de réflexion, le gouvernement espère avoir trouvé la solution. Il demande au préfet d'invoquer un trouble à l'ordre public pour interdire les spectacles de l'humoriste. Et là, il s'est passé quelque chose d'inouï. C'est que Valls, voyant qu'il était, contredit par la justice, a fait appel au Conseil d'État. Et la réponse n'a pas tardé. Une demi-heure seulement après la décision du tribunal administratif de Nantes, Manuel Valls a annoncé qu'il saisissait immédiatement le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative, qui est donc réunie en ce moment même, dans l'espoir pour le gouvernement que le spectacle de Dieudonné pourra encore être annulé. Le dossier a été déféré au Conseil d'État à la requête du ministre de l'Intérieur et l'audience est fixée, tenez-vous bien, à 17h. C'est-à-dire qu'il est 15h30 à Nantes. Je suis l'avocat de Dieudonné depuis des années. Je connais bien évidemment l'ensemble de ces affaires et on nous fixe une audience à 17h, m'empêchant matériellement de pouvoir être présent à cette audience. Je trouve ça à proprement parler scandaleux. Et là, il y a un juge, une seule personne, Monsieur Stirn, qui semblerait être quand même juge et partie. Je crois qu'il descend du capitaine Dreyfus, enfin qui était tout seul avec une pression énorme, qui a, inversé la décision et donc, désavoué la justice française. C'est la première fois que le Conseil d'État interdit un spectacle de Dieudonné. Il est 18h30 quand sa décision tombe. En un temps record, la plus haute juridiction administrative a jugé que la réalité et la gravité des risques de troubles à l'ordre public étaient établis. Elle a aussi voulu écarter le risque de nouveaux propos portant atteinte à la dignité humaine. Et ça en 2 heures, pour empêcher le spectacle d'avoir lieu le soir à Nantes. Permettez-moi ce mot plus personnel, de savoir que le Conseil d'État a pris une décision que je résumerai par une seule phrase. La République a gagné et qu'elle ne peut pas... L'homme au mégaphone est le directeur départemental de la sécurité publique. Jean-Christophe Bernard se fait accueillir par des sifflets et des cris. Donc là, on a vraiment vu qu'à la demande du CRIF, qui, je le répète, représente 1/6 de 1% de la population française, et en fait est ouvertement une organisation communautaire. Je rappellerai aussi que les communautés ne sont pas reconnues par la République, qu'il y a eu dissolution et interdiction des corps intermédiaires par la Révolution française pour que rien ne subsiste entre l'individu citoyen et l'État, et que là donc on est donc face à un dysfonctionnement total d'une communauté organisée qui se présente comme communauté organisée et qui prétend imposer sa loi à la République, alors que normalement elle n'a pas de... elle est contraire au principe, pour châtier des insoumis en les traitant de racistes, alors qu'ils sont en général eux-mêmes, notamment Dieudonné, noirs et métis. Le livre Mein Kampf, si on le regarde de près, nous avons quelqu'un qui a fait une comparaison entre Mein Kampf et les textes de Dieudonné. Il y a beaucoup de ressemblances. Et je crois donc que des gens comme Dieudonné, comme Hitler, parce que pour moi c'est la même engeance, sont particulièrement capables de profiter de ces faiblesses de nos sociétés. Alors qu'eux-mêmes se réclament au moins, à minima, parce qu'on va parler de religion, parce que c'est très ambigu leur truc, mais d'un État qui lui est un État d'apartheid, qui revendique ouvertement aujourd'hui, par les gens qui sont au pouvoir et qui constituent la majorité du gouvernement en place, Likoud et extrême droite religieuse, se revendique d'un suprémacisme théologico-racial. Since 2006, about 60,000 Africans have arrived in Israel on harrowing treks through the Sinai Desert, fleeing poverty, persecution, ethnic cleansing, and genocide. As refugee camps across Africa fill up and Europe closes its gates to asylum seekers, Israel became the next best option. While protests raged in the streets against the presence of asylum seekers from Africa, the man who held the power to determine their fate, Deputy Prime Minister Eli Yishai,
demanded their expulsion. אם ייתנו לי את כל הכלים, ואני פועל להשיג את כל הכלים, וזה לא קל. אם ייתנו לי את כל הכלים בלי יוצא מן הכלל, תוך פחות משנה לא יישאר בארץ ישראל אפילו מסתנן אחד. And the few isolated Israelis who dared to protest, like this woman, were met with a harsh backlash. Donc là, on est dans une inversion intégrale des valeurs et de tout. En France, qui est quand même le pays des droits de l'homme et de la démocratie, et le pays de Descartes. C'est pour ça que ça va très mal. Il y a quelque chose qui va pas. Donc à un moment donné, je poserai la question. Monsieur, comment il s'appelle? Monsieur le Président, cher Roger Kuckerman. Monsieur Kuckerman peut dire ce qu'il veut, il est citoyen français. Il est président d'une espèce de truc, une association qui représente, je le rappelle, 1/6 de 1% de la population française. Mais normalement, c'est pas à lui de dicter sa loi et son bon vouloir à l'appareil d'État français, puisque c'est ce qu'on voit là. Ils font des lettres et ils envoient ça au ministre, et puis derrière, ça doit suivre. Quelles que soient les méthodes, il faut y mettre fin. Il faut que la police et la justice aient le dernier mot et qu'on ne laisse pas Monsieur Dieudonné faire ce qu'il veut. Je retiens, Monsieur le Président, ce que vous nous avez proposé. Si l'on arrive à lutter contre les images pédophiles, nous devons aussi réussir à lutter contre les messages délibérément racistes et antisémites. Là, il y a un problème. Soit il faut qu'on nous explique que c'est ce monsieur-là qui a le pouvoir et que nous sommes en France sous la dictature du CRIF, hein, c'est-à-dire de la communauté juive organisée, dont le modèle de référence est l'État d'Israël, hein. Soit à un moment donné, il va falloir rappeler à ces gens-là ce que c'est que la République, et ce que c'est que comment dirais-je, le statut des Juifs en France, qui, je le rappelle, est la citoyenneté pleine et entière qui a été donnée pour la première fois au monde par la France, c'est Robespierre. C'est en effet sous la Constituante, le 27 septembre 1791, que les Juifs, pour la première fois en Europe, sont devenus des citoyens. Persécutés pendant des siècles, ils accueillirent avec bonheur, sans trop y croire, cette déclaration. Et je veux la citer. L'Assemblée nationale révoque tous arguments, réserves et exceptions insérés dans les précédents décrets relatifs aux individus juifs. Et ça s'appelle en gros l'assimilation, qui est une conversion laïque, c'est-à-dire que ces gens-là accèdent à la citoyenneté pleine et entière, ce qui est le cas, et ils ont par ailleurs la liberté de culte, c'est-à-dire ils peuvent être juifs au sens religieux. Mais ça n'implique pas qu'ils soient une communauté organisée, ça n'implique pas qu'ils soient un peuple à l'intérieur du peuple de France. Normalement, le peuple auquel ils appartiennent, c'est le peuple de France, et ce sont des citoyens français de confession juive. Et s'ils ne sont pas religieux, j'aimerais bien savoir à quel titre ils sont juifs. Alors, je crois que c'est quand on n'est pas pratiquant que l'identité juive vous colle à la peau, parce que pour un pratiquant, c'est Dieu qui colle. Être juif, c'est pouvoir dire nous. C'est comme un nom de famille, un nom de peuple, et on sait qu'on en fait partie de cette famille, de ce peuple, de cette condition. Parce qu'être juif, c'est une condition. Ça, oui, ça c'est être juif. Enfin, c'est être juif séfarade. Hein. Parce qu'avec ça, tu fais de l'ashlada, de la tchoukchouka ou de la makbouba, ça dépend des pays, ça dépend si tu viens du Maroc, d'Algérie ou de Tunisie. Je sais pas, déjà c'est pouvoir dire qu'on est juif, peut-être. Ah bon? C'est pouvoir dire qu'on l'est, et peut-être en même temps savoir qu'il n'y a pas de définition possible. C'est un sentiment d'appartenance, d'affiliation. Et dans cette affiliation, il y a par exemple le lien torturés à Israël. Alors sans doute qu'ils ont un attachement culturel à une certaine culture, mais je veux dire, à un moment donné, ça n'a pas de, comment dirais-je, d'existence légale en France, et ça ne permet pas normalement de faire des pressions sur la République. J'ai été contacté personnellement par un agrégé de droit public, je vais pas dire où il enseigne, parce que je veux pas qu'on puisse l'outer aussi, et qui m'a contacté, qui m'a dit « je veux vous rencontrer, là trop c'est trop, je craque ». Mais voilà, pour moi c'est également une décision qui est scandaleuse, si vous voulez. Puis au-delà du fond, il y a aussi les délais, la façon dont ça s'est passé. C'est tout à fait inhabituel. Donc que le Conseil d'État ait accepté
d'organiser une audience à 17h, c'est-à-dire 2h30 à peu près après l'ordonnance du TA de Nantes, c'est extravagant, c'est absolument extravagant. C'est rare que ça aille aussi vite. Ah bah oui. C'est tout à fait exceptionnel. Tout à fait exceptionnel. Alors ça pose la question de l'indépendance de la justice là, en l'occurrence. Il y a beaucoup de gens très attachés à la séparation des pouvoirs, à l'indépendance de la justice et qui croient, eux, à la République et à la démocratie, qui là, par le passage en force de Valls à la demande du CRIF sur l'affaire Dieudonné, ont compris qu'il y avait quelque chose de malade au royaume de Danemark. Donc comme Dieudonné est très drôle, et que je le rappelle, c'est un métis antiraciste, donc en réalité, c'est lui l'antiraciste, il est face à des racistes, c'est évident. Parce que moi, ce que je vois un noir persécuté par des blancs, parce que j'aimerais bien savoir de quelle race est M. Kuckerman, de quelle race est M. Jakubowicz. Moi, il me semble bien que ce sont des Européens blancs de la haute bourgeoisie. Roger Kuckerman est un homme d'affaires né le 13 août 1936 à Paris 19e. Il est le fils du propriétaire d'une entreprise de fabrication d'imperméables, Max Kuckerman, et de Myriam Latovica. Il effectue ses études supérieures de 1956 à 1960, empochant une licence en droit, un diplôme de l'École supérieure de commerce de Paris et un doctorat de sciences économiques. En 1963, il est embauché par Edmond de Rothschild à la compagnie financière. Les deux hommes deviendront inséparables. Il sera donc notamment secrétaire général du groupe de 1968 à 1972, puis directeur général adjoint, PDG de Holding Saint-Honoré, de Saint-Honoré Capital, PDG de la Savoisienne, président du directoire de la compagnie financière Saint-Honoré, président d'Israël General Bank, ainsi qu'administrateur de nombreuses sociétés dépendantes du groupe, comme Dauphin SA, Club Méditerranée, BFM, etc. Donc on a des riches blancs en train de persécuter un noir à qui on reproche de ne pas être assez pauvre. Ce businessman, cet entrepreneur de la cruauté et de la haine qui se fait du fric sur leur dos. J'ai vu les sommes, et encore hier soir, c'est des sommes importantes. C'est-à-dire de gagner sa vie, parce qu'effectivement, il fait des spectacles qui marchent, il vit pas de subventions, que je sache, il n'a pas les médias, il n'a pas le canapé de Drucker, il n'a pas tout le réseau, la mafia des médias et de la SACEM ou les enfoirés et tout ça, il s'en sort tout seul. Donc on lui reproche de gagner sa vie par son travail. Le 5 janvier à Paris, au Théâtre de la Main d'Or, son nouveau spectacle fait un carton. À 38 € la place, avec 2 spectacles par jour pour une salle d'une capacité de 200 personnes, la billetterie rapporterait à elle seule 15 000 € en moins de 24 heures. Mais le système Dieudonné, c'est surtout un business. En plus de ses spectacles, un abonnement à son site internet, des produits dérivés, des films. Il semble que c'est tout à fait légitime. Et après, on lui reprocherait d'aimer l'argent, je crois. Mais qu'il fait aussi tout cela pour des raisons financières. Et que la bonne réponse, Mercantile, sans doute, en gros. mercantile, absolument, il gagne des millions d'euros sur cet humour. Pour lui, ce qui compte, c'est le fric. Il a reculé parce que je crois que Nantes, c'était 200 000 € en jeu. Donc lui, ce qu'il veut, c'est un businessman. Et donc il s'est dit, je vais dire que je recule, comme ça, je vais pouvoir gagner de l'argent. Ce qui quand même normalement correspond à la caricature que font les antisémites du juif. C'est-à-dire que là, il y a des choses très bizarres qui se mettent en place. C'est que finalement, Dieudonné serait peut-être, en fait, comme un juif. Et comme Dieudo était pas très clair avec les histoires de pognon, j'arrêtais pas de l'emmerder, de lui dire mais comment ça se fait, on est payé combien pour ce truc-là, non mais t'inquiète pas, blablabla, faut faire vivre la société, enfin bref, il m'entubait quoi. Soyons simples. Voilà, soyons simples. Le juif c'était lui en fait. C'est assez malsain, je vois pas ce que ces gens-là veulent en venir, quoi. Et puis après, quand ça marche pas non plus, parce que finalement Dieudonné gagne beaucoup moins d'argent, je pense que le cabinet d'avocats de Jakubowicz, peut-être que son chiffre d'affaires est accessible, on pourrait regarder combien il gagne. Alain Jakubowicz est issu d'une famille juive polonaise arrivée en France d'Allemagne en 1933. Il est le fils d'une femme au foyer, Ruth Rosenbaum, et Max Jakubowicz, un entrepreneur dans le textile, propriétaire d'une fabrique de pantalons. Avocat d'affaires, il fonde en 1996 le rutilant cabinet d'avocats Jakubowicz et Malegui, dont le capital social s'élève à plus de 2 millions d'euros. Le Monde, du 20 avril 2005, le décrit ainsi. L'héritier du petit tailleur villeurbanais vit avec sa femme australienne et ses 3 enfants dans le 6e arrondissement de Lyon, dernier carré de la bourgeoisie lyonnaise,
passe ses week-ends dans son chalet de Megève, roule en Range Rover et Jaguar de collection, fume des barreaux de chaise et ne porte que de saillants costumes 3 pièces qui lui valent la réputation d'être l'homme le plus élégant de Lyon. Il gagne sans doute beaucoup moins d'argent que tous les 3/4 des gens qui l'accusent, les animateurs de Canal+, les... Après Nabila, qui a révélé son salaire pour la dernière saison des Anges de la télé-réalité, 30 000 €, c'est au tour de Cyril Hanouna de jouer la transparence. Dans le journal du dimanche, l'animateur vedette de D8 déclare toucher 25 000 € par mois. À titre de comparaison, Laurent Ruquier touche 40 000 € par mois, Laurence Ferrari 70 000, Nico Saliagas 80 000, Benjamin Castaldi 105 000. Quant à Michel Denisot, il gagnait entre 100 et 200 000 € par mois lorsqu'il présentait le Grand Journal. Voilà, il gagne beaucoup moins d'argent. Et surtout, il est persécuté en permanence et contraint à des amendes. Ainsi, l'humoriste qui doit s'acquitter de 65 000 € d'amende, dont 37 300 exigibles sur le champ, se déclare insolvable. D'ailleurs, ce personnage doit payer les amendes. Il ne le fait pas ? Il doit payer les amendes, donc il faut que la justice aille jusqu'au bout. Qui sont de la pure persécution. Hein. Et quand ça ne suffit pas, on dit en gros que finalement, ça serait un singe, que ça serait un abruti. Et quel dommage. C'est un acteur inouï. Ouais. C'est un homme de scène formidable, c'est un humoriste. Qu'est-ce qu'il lui a appris? Qui sont les irresponsables qui ont lavé le cerveau, lui qui est si intelligent? Je ne comprends pas, je n'arrive pas à comprendre. Je crois qu'il est manipulé, qu'il y a une manip, et qu'il est impressionné par d'autres intellectuels beaucoup plus forts que lui. Oui, manipulé, c'est-à-dire que là, on voit bien que... Pour ça, il suffit de lire le passage sur les Noirs dans le livre des Égarés de Maïmonide, hein, qui est quand même un des rabbins les plus respectés du judaïsme et du judaïsme contemporain. Hein. Maimonides, the Rambam, the greatest Jewish legal authority and the greatest Jewish philosopher in Jewish history. As the saying goes, from Moses to Moses, there was no one like Moses. Meaning that there was no Jewish personality of greater stature or mind, Jewish soul. From the time of Moshe Rabbeinu, the Moses of the Torah, to Reb Moshe ben Maimon, who lived in the 12th century in Egypt, was the court physician to the Sultan, and became the preeminent leader of world Jewry. Je l'ai vu dans la bibliothèque de plein d'hommes importants, hein, les œuvres complètes de Maïmonide, et qui dit bien que qu'il y a une hiérarchie hein, en 3 temps, hein, n'est humain, c'est-à-dire avec une dimension, une âme, que le juif. Le goy, nous, on est une espèce de bétail, notre destin c'est d'être des esclaves, mais le noir, lui, est un espèce de singe. Hein. Dans un passage essentiel de la fin du guide, livre 3, chapitre 51, Maïmonide examine la prédisposition des différentes familles humaines à s'élever à la valeur religieuse suprême et au vrai culte de Dieu. Parmi les groupes incapables ne fût-ce que d'en approcher, figurent une partie des Turcs, c'est-à-dire les Mongols, et les nomades du Nord, les Noirs et les nomades du Sud, et ceux qui leur ressemblent sous nos climats. Leur nature est semblable à celle des animaux muets, et selon mon opinion, ils n'atteignent pas au rang d'être humains. Parmi les choses existantes, ils sont inférieurs à l'homme, mais supérieurs au singe, car ils possèdent dans une plus grande mesure que le singe l'image et la ressemblance de l'homme. Israël Shahak, Histoire juive, Religion juive, le poids de 3 millénaires. Ça nous a d'ailleurs été confirmé récemment par un rabbin israélien, Dinovitz. Monsieur Dinovitz, on va mettre tout en post-production tout ça. On a effectivement aujourd'hui un exemple frappant effectivement qui prouve la théorie de Darwin. C'est le célèbre dramaturge français qui s'appelle À diable donné. Et c'est vrai que quand on voit À diable donné, je pense qu'il faut se rendre compte que toute la théorie de Darwin est effectivement renforcée et prouvée. Effectivement, quand on le voit, on voit bien que l'homme descend du singe. Plutôt d'un gorille, mais peu importe.
Hein, voilà. Donc Dieudonné serait un singe finalement. C'est-à-dire que là on a bien l'inconscient raciste et suprémaciste qui s'exprime, c'est-à-dire que Dieudonné est bête parce qu'il est noir, et s'il n'est plus manipulé par Bernard-Henri Lévy, Marie Calter et Julien Drey, comme c'était du temps de SOS Racisme. C'est un vieux combat que nous menons, et qui n'est pas un combat personnel contre Dieudonné Mbala, qui était un ami de la LICRA. Nous l'avons soutenu à l'époque de son combat contre le Front National. Aujourd'hui, il est pratiquement membre du Front National, et même à l'extrême de ce parti. Il est donc manipulé par un autre blanc, qui, effectivement, si c'est pas un suprémaciste juif, ça serait un nazi. Dieudonné se met à fréquenter les infréquentables, dont Alain Soral, ancien militant du Parti communiste, passé depuis à l'extrême droite. Des anciens cadres du Front National, comme Alain Soral, qui est un de ses idéologues, ou maître à penser, si on peut appeler ça une pensée. Il a attiré toute une série de gens qui sont arrivés vers lui, l'ont entouré, ils l'ont isolé, ils lui ont dit voilà pourquoi tu en es là. Vous voyez, c'est leur vision du monde. Hein. Il y a le singe, le nazi et le juif. Je crois pas que ça marche comme ça. Donc évidemment, celui qui est visé, c'est moi. Donc moi, je rappellerai une chose. Dieudonné est très intelligent. Il a besoin de personne pour comprendre, parce que ce qu'il subit l'oblige à comprendre. Il faudrait vraiment qu'il soit fou pour ne pas comprendre d'où viennent les coups qu'on lui donne. Il n'obéit à personne. Et pas à moi. Parfois d'ailleurs je le déplore. Hein. Vous pouvez constater que souvent on n'est pas sur la même ligne et que son entourage m'a souvent été hostile. Je te dis, Soral, Ya Rab, qu'il a brisé le dos. Mais par contre, effectivement, la manière dont on le critique finalement, de noir manipulé par un blanc et de type qui aimerait l'argent, ne fait que révéler la structure mentale et l'inconscient de ceux qui expriment finalement leur vision du monde. Mieux. Hein. Dieudonné, la honteuse. La honteuse, pourquoi? Qu'est-ce qu'il n'assume pas? Il n'assume pas son antisémitisme, il essaye de le masquer par un antisionisme. Il est profondément antisémite depuis des années. Je ne suis pas pour qu'on interdise un spectacle, mais il faut interdire un meeting. C'est-à-dire pourquoi un humoriste serait un citoyen au-dessus des autres? Parce que quand vous regardez ces spectacles, aujourd'hui c'est beaucoup moins drôle, ça l'est même plus du tout, c'est nauséabond. Donc là, on a vraiment une ordure. Hein. Quelqu'un qui vient demander la mise à mort sociale et économique d'un de ses collègues, alors que normalement, il devrait être solidaire. Parce que ce qui arrive aujourd'hui à Dieudonné, si la jurisprudence du Conseil d'État peut s'appliquer partout, c'est demain l'interdiction même du 2e degré en France, comme Bedos vient de s'en rendre compte. Puisque le petit Bedos, lui, il a fait un sketch très long chez Ruquier. On voit bien que tout ça est à la commande. Hein, c'est du service d'État pour... qui termine, espèce de sketch d'ailleurs très raciste, puisqu'il prétend discuter avec un dealer forcément maghrébin et con et stupide. Par exemple, alors que je faisais mes courses, comme tout le monde, chez mon dealer de l'avenue Foch, j'ai eu l'honneur et le plaisir de me faire aborder par un jeune groupie qui s'est approché de moi et qui, d'un ton très spontané, m'a dit « Eh frère, vas-y, viens voir, vas-y, viens voir. C'est toi Nicolas DeVos !» Et lui d'ailleurs déclare dans ce sketch qu'il est un drogué notoire. Donc on voit bien là l'arrogance de classe, la notion de privilège de classe d'être au-dessus des lois. C'est-à-dire qu'on a le droit d'être drogué quand on appartient à un certain monde. On l'a vérifié plein de fois effectivement, hein, que c'était comme ça que ça se passait. Et qui discute avec son dealer qui est forcément un arabe abruti. On peut tout à fait critiquer la politique menée par le gouvernement israélien sans remettre en question l'existence même d'un État symbolisant légitimement le refuge d'un peuple malmené par l'histoire. Vous comprenez ce que je dis? Quoi? Ah, mais t'es un relou en fait. Qu'est-ce que tu m'embrouilles là? Israël, c'est le gouvernement d'Israël. Mais qu'est-ce que tu parles de refuge symbolique? Ta mère là, les Juifs de France là. Et qui au bout prétend, alors que Dieudonné est déjà persécuté policièrement, fiscalement, menacé par des milices communautaires, on va en parler tout à l'heure, menacé de mort de qui ses enfants, à la fin dit qu'il va lui glisser des merguez dans le cul. Ma quenelle à moi, ça s'appelle une merguez. Et je te l'enfonce dans ton gros cul de breton inculte. Je veux dire, alors que c'est un fils à papa qui n'existe que parce que c'est le fils de son père, qui a un talent tout à fait relatif, une culture politique nulle, une culture historique nulle. Donc moi je dis bien au petit Bedos que le talent pour briller dans les dîners en ville et faire un peu le malin, c'est bien gentil, mais il n'a pas l'épaisseur culturelle pour pouvoir venir par exemple sur mon terrain. Quand il parle du code noir au 19e siècle. Le sort des Noirs et les Juifs, c'est à nouveau un mensonge puisqu'il explique à ses spectateurs que les Juifs auraient été esclavagistes. Ils ont été interdits de pouvoir pratiquer l'esclavage au 19e siècle. Il est inculte en réalité. C'est un mondain que je croisais au Matisse il y a déjà 15 ans, avec une chemise blanche comme
comme BHL, qui n'en peut plus de lui-même. Mais n'oubliez jamais, on a le droit de dire des conneries et on peut rire de tout avec n'importe qui si on n'est pas n'importe qui. RF Tov, Mazael Ker. Alexis Verne, police. Alors là, la punition, la justice immanente, c'est qu'il vient d'être envoyé au tribunal par une association antillaise, parce que effectivement, si on lit littéralement un de ses sketchs, ils avaient traité de connard de négro, ou je sais pas quoi. Dans cette chronique, M. Nicolas Bedos fait le récit de son séjour au département de la Guadeloupe, en parlant d'autochtones oisifs, donc en véhiculant des préjugés infamants sur les Antillais. Il fait également référence au boubou. Cette tenue vestimentaire n'est pas honteuse. Elle laisse à penser que les Noirs, en fait, s'habillent tous de la même manière. Et M. Bedos, poursuivant sur sa lancée, conclut expressément par l'invective « enculé de nègre ». Un tel humour est néfaste pour la communauté antillaise. Pourquoi ? Parce que ce type d'humour contribue à vulgariser, à banaliser des propos racistes. Et il dit, c'est incroyable, on ne peut plus faire de deuxième degré en France. Il faut avant apprendre à lire un papier qui est l'inverse exactement de ce qu'ils ont compris. Donc ça me fait juste moi de la peine que des gens n'arrivent pas à comprendre le degré zéro du deuxième degré. Et on se prend tout de suite des communautés sur la gueule. Il est temps, une bonne fois pour toutes, que l'on fasse le procès de ces associations qui n'ont rien d'autre à foutre que d'emmerder des comiques, des rigoleurs, des amuseurs et des petits Molières de supérettes. Cette petite remarque qu'il vient de faire pour lui-même, c'est exactement ce que Dieudonné et moi on dit depuis des mois et des années. C'est pour ça qu'on a la chance d'être en France, enfin en Europe, de manière générale, dans un pays où on peut parler, on peut s'exprimer. Et là, pourquoi tout d'un coup, sur un sujet, on ne pourrait pas s'exprimer? C'est la seule chose que je Vous savez bien pourquoi on ne peut pas s'exprimer. Pourquoi? Parce que dans ce pays, on a envoyé pendant la guerre des Juifs dans des chambres à gaz. Il y a eu 400 ans d'esclavage, et pourtant, ça n'a pas empêché Michel Leb de faire un sketch qui m'a fait marrer, où il faisait un noir, puis à la fin, il faisait un singe, et en parlant des narines, en parlant des lunettes. Il m'a dit, vous pourriez enlever vos lunettes de soleil quand vous me parlez là. Puis ce ne sont pas mes lunettes, ce sont mes narines. L'autre jour, dans l'avion en acier qui nous a menés à Roissy-Charles de Gaulle. Arrête de rigoler, de te foutre de ma gueule. Bon, non mais je veux dire, ça peut faire marrer les gens. En tout cas, lui, il n'a pas été interdit d'exercer son travail. Il a même eu la Légion d'honneur. En tant que pamphlétaire, vous êtes un des rares, avec Calix, à avoir pris dès le départ la défense de Dieudonné. Moi, je suis toujours du côté des opprimés, des hommes seuls. Et ce que je remarque, c'est que toute l'intelligentsia trouvait Dieudonné génial quand il traitait les travailleurs français d'esclavagistes, ce qui n'avait pas beaucoup de sens à l'époque. Mais quand d'un seul coup, il s'est vraiment attaqué à un régime qui pratique un peu l'apartheid, là d'un seul coup, il s'est fait flinguer. Et je trouve... les juifs. Non, sioniste. Vous voulez dire par là qu'on n'a pas le droit... Attendez un instant. Vous voulez dire par là qu'il y a des sujets qu'on n'a pas le droit de traiter quand il s'agit d'humour? Moi, est-ce qu'on peut rire de tout? La question, c'est pas ça, c'est qui fait la liste. J'ai remarqué que c'est toujours les mêmes qui font la liste, quoi. Effectivement. Si soit tout le monde a droit au deuxième degré, à l'ironie et à la critique acerbe, soit personne. Mais on voit pas pourquoi on n'aurait pas le droit de se moquer de Cohen quand il fait des listes. Tariq Ramadan, Dieudonné, Alain Soral, cerveau malade. Moi, tu vois, quand je t'entends parler de Patrick Cohen, je me dis, tu vois, les chambres à gaz. Parce que je rappelle que c'est quand même une plaisanterie faite à l'intérieur d'un spectacle comique. Et c'est pas du tout autre chose. Et pourquoi lui, le petit Bedos, aurait le droit de se moquer des Maghrébins qui seraient tous dealers de cocaïne? Ta gueule, mange ta mère. Et Ruquier, sans déconner, Ruquier, il est pas juif, Ruquier. Je dis comment? Il me dit juif. Juif, avec un J comme gerbe. Et abruti complet, et de se moquer des Antillais en les traitant, je crois, on mettra l'extrait de connard de nègre ou je sais pas quoi. Enculé de nègre. Enculé de nègre, indolence insulaire et autochtone oisif. Alors ce sont des bouts de phrases qui sont sortis de leur contexte. À un moment donné, le problème, c'est le deux poids deux mesures. Je crois que tous ces gens-là n'ont pas compris. Et la double éthique et le deux poids deux mesures, c'est l'idéologie juive, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a les valeurs, les lois ne sont pas les mêmes pour les juifs que pour les non-juifs. Mais ça, c'est valable à l'intérieur de leur monde, mais c'est pas valable dans l'universel républicain. C'est que ça fait des années que tout le monde fait des quenelles, qui est un geste d'insoumission au système. J'en fais 10 par jour. Ce geste existe depuis 2005, il était sur l'affiche de la liste antisioniste. À un moment donné, il y a monsieur Jakubowicz, là je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre du cerveau malade, qui décrète du jour au lendemain, parce que ce geste d'insoumission au système se répand, que c'est un geste antisémite
pour sodomiser les victimes de la Shoah. Là, ça va très très loin. Il faut vraiment avoir... La quenelle, c'est en fait très grossier, hein, c'est une sodomisation, hein, et d'ailleurs très souvent il a accompagné les explications de ce geste, et particulièrement à l'attention des victimes de la Shoah. Bon, c'est sa ligne, c'est son obsession. Ça serait intéressant aussi de demander à un psychiatre ce qu'il en pense, et de se poser des questions sur certaines représentations, certaines visions. Voilà, on est plutôt dans la psychopathologie, là, qui s'exprime. Alors il y a deux choses. C'est très dangereux de dire que quand on s'attaque au système, on s'attaque aux juifs. Parce que ça veut dire que ces gens-là, implicitement, veulent dire que le système, c'est eux. La signification du geste est floue, symbole anti-système pour les uns, mais pour d'autres, il s'agit clairement d'un signe antisémite, et ils s'en sont plaints directement au président de la République. Tous ceux qui font le geste dit de la quenelle savent aujourd'hui parfaitement ce que veut dire ce geste. Ce qui est très dangereux. Parce que ça veut dire, si on a ce geste anti-système qui se généralise et se répand partout en France, à juste titre, devient est décrété comme geste antisémite, ça veut dire que le système, c'est les Juifs, et que les Juifs sont responsables de la souffrance des Français. Ce qui est très grave. Ce qui est très grave. Je rappelle bien que non. Évidemment non. Hein. Et moi je le dis toujours, je ne pense rien de particulier des Juifs du quotidien, qui ont un rapport à leur judéité qui peut être très très divers. Je travaille avec Jacob Cohen, je travaille avec Max Lévy, je suis l'éditeur de Gilad Atzmon, et je ne me permets pas de préjuger, moi, à quel niveau un Français d'origine juive ou de confession juive, à quel niveau il se sent solidaire, communautaire, à quel niveau il adhère à certaines visions. Je ne pratique pas, moi, ce socialisme des imbéciles. Hein. J'ai une bonne culture marxiste, voilà. C'est important de faire ce genre de mise au point, hein, parce que je suis en permanence diffamé là-dessus. Hein, voilà. Et donc, du jour au lendemain, Monsieur Jakubowicz décrète que ça serait un signe, un salut nazi. Il est clair que c'est un salut nazi inversé. Hein, au lieu que le bras soit tendu, il est baissé. On met le bras ici. Et en fait, c'est parfaitement ce que Dieudonné a expliqué de longue date. Et il y a un petit binational franco-israélien qui s'appelle Jonathan Simon Selem, trentenaire à la réputation sulfureuse, candidat aux législatives dans la 8e circonscription des Français de l'étranger. Il vit à Tel Aviv. Simon Selem, voilà, qui a un site qui s'appelle JSS News, qui est un site d'extrême droite sioniste. Pour certains commentateurs, aucun doute, le jeune candidat défend les idées véhiculées par l'extrême droite israélienne. Au cœur de la polémique, un site internet fondé par Jonathan il y a 5 ans. C'est toi ? JSS News, vous ne rêvez pas, il s'agit bien des initiales du candidat. Il faut dire que l'ancien journaliste est fier de son bébé. Il le présente même comme le premier média francophone israélien. Dans ses articles et ses éditos vidéo, il appelle à la lutte contre ceux qu'il appelle les ennemis d'Israël. Il est temps pour Israël d'être enfin proactif, de prendre les devants et d'être agressif quand on reçoit des missiles sur nos têtes. Qui d'un seul coup fait des listes de gens à aller ratonner en France parce qu'ils auraient fait une photo ou un geste comme ça. Et on voit se mettre en place des milices qui vont agresser des civils en France pour des photos. 6 personnes ont été déférées aujourd'hui au parquet de Lyon après des expéditions punitives contre le salut dit de la quenelle, un geste proche du salut nazi. Ces personnes se seraient improvisées justiciers de la communauté juive le week-end dernier à Lyon et Villeurbanne. Samedi dernier, vers 23h, des jeunes issus de la communauté juive font irruption dans l'établissement pour en découdre avec 4 serveurs. Motif de leur colère, cette photo postée sur Internet. Les employés y font une quenelle, un geste équivoque lancé par Dieudonné et que certains assimilent à un salut nazi. Le lendemain, nouveau raid similaire, cette fois à Villeurbanne. Un homme est frappé et enfermé dans le coffre d'une voiture. Je rappelle que ce genre de choses, c'est les assises normalement. Et on voit que ces gens-là ont juste un contrôle judiciaire. Donc là, pareil, dysfonctionnement total de l'appareil policier et judiciaire en France. Normalement, c'est les assises. Et ce petit Selem, en fait, se balade à Paris, puisque je crois qu'il a même rencontré ma sœur, un certain Ahmed Moualek, alors que normalement, il devrait être interpellé par la police. Et normalement, pour ce qu'il fait, c'est-à-dire faire des listes de gens à ratonner sur le territoire français. C'est vraiment du lourd. Vraiment ? C'est une super liste. Ok. Très importante. Toutes les personnes, le nom, le prénom, l'adresse, qui ont donné de l'argent à Dieudonné entre décembre 2012 et mars 2013. Les montants. Donc tu as cette liste, tu as des tonnes de documents, je te laisse en profiter autant que tu veux. C'est parfait, t'es gentil. David ? Ouais. J'ai des trucs excellents à te donner. Tout ce que t'as pu rêver vraiment. Tous les renseignements sur nos amis là. Ok, comment tu vas, comment on fait ?
Je connais quelqu'un qui va voyager, je donne ça une clé USB et qui te la remet à Paris. D'accord ? Il y a tout, il y a les adresses, les numéros de téléphone, les comptes en banque, les personnes, il y a tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Donc je pose la question solennellement, qu'est-ce que la police française et la justice française fait pour mettre hors d'état de nuire ce monsieur Selem, voilà. Et je rappelle que ce monsieur Selem, je m'en suis rendu compte, est membre, je crois, d'un parti politique. Le Nouveau Centre. Alors je vais demander solennellement, qu'est-ce qu'attend le Nouveau Centre pour exclure ce monsieur qui fait ratonner des citoyens français sur le territoire français en ce moment, soi-disant en parlant d'Israël, mais il est quand même citoyen français. Hein. Moi, quand je fais une quenelle à Berlin, on m'emmerde parce que je suis citoyen français, même si ça se passe à Berlin. Hein. Ça serait un autre sujet. Donc normalement, ce type-là devrait avoir des problèmes avec la justice et des comptes à rendre. Je ne sais pas où on en est, mais je pose solennellement la question. Et nous allons nous pencher sur cette question. Hein. Ça sera aussi, c'est valable aussi pour un autre dingo, là, un espèce de paparazzi. Je voudrais simplement rappeler Jean-Claude Elfassi. Jean-Claude Elfassi, je vous rappelle, rebonjour. J'ai beaucoup d'auditeurs qui ont appelé en disant, bon, Jean-Claude Elfassi est bien, est mal placé pour critiquer Dieudonné. Il emploie exactement les mêmes codes de communication, c'est vrai ? Oui, c'est vrai, et c'est une volonté. Alors, inutile de vous dire que je n'ai je ne suis pas raciste, je suis pas religieux, je n'ai aucune religion. Pourtant, vous traitez Dieudonné de singe. Vous invitez à appeler... j'ai dit que c'était un primate de la finance. Donc, je fais comme lui, je ne dis pas les choses. Nous aurons bientôt le grand plaisir de renvoyer Dieudonné dans sa jungle, c'est ce que vous avez dit. Oui, alors, c'est pas... Vous avez écrit. Il n'y a rien de raciste. Elfassi, je crois, qui a balancé mon téléphone, mon adresse, etc., et qui, lui, a un site d'appel au meurtre. Parce qu'il faut voir, je vois que moi, on m'embête sur les commentaires qu'il y a parfois sur le site qu'on fait modérer. Si vous regardez les commentaires qu'il y a sur le site JSS News ou sur le site de Monsieur Elfassi, ce sont des injures raciales permanentes et des appels au meurtre systématiques. Bravo, bravo, il faut supprimer ce singe, allez pas de pitié pour cette racaille. Il est temps de saigner cet épicier de l'antisémitisme, occupons-nous de son cas comme nous l'avons fait avec Mbala, face de rat, bouffon, facho, toi, ton pote que je prononcerai pas son nom ici, vous êtes mort politiquement, socialement, intellectuellement, financièrement et j'espère bientôt physiquement. Que fait la police française et la justice française pour empêcher ça et pour punir ça ? Est-ce que ces gens-là sont convoqués comme moi par des juges d'instruction ? Est-ce qu'on leur demande des comptes là-dessus ? Est-ce que c'est les gens qui professent ces menaces de mort ? Est-ce qu'on va les rechercher et les identifier par leur IP ? Comme c'est fait pour des gens qui ont fait des serveurs de café, qui ont fait des quenelles et des trucs comme ça, et qui ont été, je crois, mis à pied, qui ont parfois perdu leur travail. Je rappelle que tous ces gens-là, il faut qu'ils aillent au prud'homme, que normalement ils seront réintégrés dans leur boulot et qu'ils gagneront. Tout ça est totalement illégal. On n'a pas le droit de faire perdre son boulot à un type qui a un contrat de travail parce qu'il a fait une photo où il faisait ce geste-là. Hein. J'ai dû démissionner, j'ai dû annuler mon concert et tout ça c'était par une pression, tu vois. Donc c'est quand t'as tout ça qui t'arrive en une semaine alors qu'à la base c'est un sketch, tu dis il y a un problème dans la société. C'est qu'est-ce qu'on essaie de cacher derrière Dieudonné. Tout ça c'est de la terreur communautaire hors de tout cadre légal. Hein. Je le rappelle. Mon discours sera très bref. Si nous sommes ici et si nous ne sommes pas des milliers, c'est parce que Dieudonné n'est pas foutu, c'est parce que la France n'est pas dans la rue. Ici, nous sommes devant le génie de la Bastille, le génie de la liberté. Mais la liberté a des limites et nous sommes dans un pays où on a tué des enfants juifs et où la parole, le discours anti-juif est libéré. Europe-Israël, le BNVCA, le Bétar, la Ligue de défense juive, le collectif Averim, les fils et filles de déportés juifs de France n'ont rien à voir avec les débordements qu'il y a actuellement. Encore une fois, nous sommes tous là dans le combat contre Dieudonné, contre les antisémites. Nous ne lâcherons rien. Nous ne lâcherons rien. Am Israël.
a vu un espèce de tandem très très louche et très abject, où on avait les fils et petits-fils de déportés, avec l'inénarrable... La haine raciale et contre l'antisémitisme, ce sont des délits qui sont condamnés par la loi. Arnaud Klarsfeld, dont on a découvert qu'il était membre du Conseil d'État. Sur proposition de Michel Alliot-Marie, alors ministre de la Justice, Arnaud Klarsfeld fut nommé conseiller d'État, tour extérieure, le 28 octobre 2010. À ce titre, selon Capital de février 2014, il percevrait 7 000 € par mois, soit une rémunération d'au moins 252 000 € en 3 ans, malgré un absentéisme notoire. Arnaud Klarsfeld bénéficie également d'une protection policière depuis l'affaire Dieudonné. Tout cela payé par le contribuable français. Alors que je rappelle, il est soldat, il est réserviste dans l'armée israélienne. Arnaud Klarsfeld, 37 ans, volontaire chez les gardes-frontières, il veut se rendre utile à Israël. Je pense qu'il est important de ne pas être seulement spectateur de son destin, mais aussi acteur. Et je n'arrivais pas à me reconnaître dans la politique extérieure de la France, qui a ses intérêts, mais qui n'est pas celle du peuple juif. Et il a fait son service militaire, non pas en France, mais comme garde-frontière dans l'armée israélienne, les gardes-frontières étant ceux qui ont à charge de persécuter et d'humilier en permanence les femmes et les enfants au checkpoint. Hein. שוברים אותו. מה זה שוברים אותו מבחינת? מחטוף סכין في كليل. روحي إلى كليل. ساكن في كليل. مكتوب ساكن في كليل روحي إلى كليل. En 4 ans, il y a eu 165 attentats suicides. Donc il n'y a pas un pays dans le monde qui ne prendrait pas des mesures de représailles ou pour essayer de protéger la vie de ses citoyens. Lui est membre du Conseil d'État. Il est petit-fils, je crois, de déportés. C'est-à-dire que là, on est dans le tribalisme intégral, puisque normalement, on n'a pas à se revendiquer de privilèges ou de réparation pour autre chose que ce qu'on a subi. Le tribalisme, c'est la razzia et la vendetta. C'est la responsabilité collective et transmissible. Hein. C'est-à-dire que vous tuez le cousin. On est sorti de tout ça par l'universalisme moderne. Hein. C'est-à-dire que normalement, le tribalisme n'a pas voix de cité dans le monde moderne et dans notre monde à nous. On nous impose aujourd'hui un tribalisme, ce qui est insupportable et contraire à tous les principes. Voilà. Ce qui veut dire que le petit Klarsfeld n'a aucune légitimité pour parler de la souffrance. Il ne l'a pas vécu, et ses ascendants d'ailleurs non plus, il faut remonter à 2 générations, hein, en gros. Et du côté de sa mère, il est même pas juif, déjà on va le rappeler, donc c'est un usurpateur intégral. Et s'il n'y avait pas Israël, sans doute que les négationnistes, sans doute que les juifs s'organiseraient pour éliminer tout simplement les négationnistes, parce qu'après que 6 millions de juifs aient été tués, eh bien les ennemis du peuple juif doivent être combattus, c'est la leçon qu'a retenue le peuple juif. Et lui, alors il organise une manifestation où finalement il y a eux et la LDJ. Ici en fait. Donc forcément ça attise la haine. La Ligue de défense juive, qui je le rappelle, est une ligue de passage à tabac, d'assassinat et de cassage de gueule, enfin de ratonnage, qui est interdite en Israël et aux États-Unis comme groupe terroriste. Aujourd'hui, pour ne pas comprendre le dysfonctionnement total dans lequel on est et la prise de pouvoir qui est en train de s'opérer sous nos yeux par une minuscule minorité qui ne respecte aucun des fondamentaux de la République, il faut vraiment ne pas vouloir le voir. Il faut vraiment être journaliste au Nouvel Obs ou à l'Express. Hein. On en parlera tout à l'heure de l'effondrement du journalisme français. Et là, on a vu cette manif, effectivement, qui démontrait tout ça. Avec des ratonneurs qui ont une espèce de drapeau jaune avec un point, qui se réclament ouvertement d'Israël, mais de l'extrême droite israélienne, alors que même l'extrême droite israélienne, visiblement, n'en veut pas. We don't accept these people because they are too violent. We're not the only ones to look at them with caution because they don't behave in a reasonable way in most cases.
hein, et qui prétendent casser la gueule aux gens qui iraient écouter un comique métis camerounais. Vous ne me bousculez pas. Sors, je t'ai dit. Sors. Oui. Sors. Vous ne me bousculez pas. Sors. Oui, mais vous ne me bousculez pas. Sors là-bas. Regardez le monsieur. Regardez le monsieur. Voilà là-bas. Rappelle devant le clip quand t'appelles cinéma. Pourquoi vous faites? Il me tape. Attendez. Non, non, monsieur. Tu filmes, j'arrête de filmer et tu fais blanc. Non, non, alors tu effaces tout. Tu effaces tout le bruit sur l'appareil. Voilà. Tu effaces. Tu effaces tout. J'arrête. Monsieur. Tout efface. Arrêtez. Tout effacé. Tu vas filmer le bruit sur l'appareil. Donne-moi l'appareil. Et ce, avec les applaudissements de la famille Klarsfeld. Hein. Si nous sommes ici et si nous ne sommes pas des milliers, c'est parce que Dieudonné n'est pas foutu, c'est parce que la France n'est pas dans la rue. Ici, nous sommes devant le génie de la Bastille, le génie de la liberté. Mais la liberté a des limites. Et nous sommes dans un pays où on a tué des enfants juifs et où la parole, le discours anti-juif est libéré. C'est le seul pays au monde où on tue des enfants juifs. À un moment donné, c'est trop, hein, ça va pas. Hein, voilà. Alors pour synthétiser une pensée qui est complexe et qui ne peut pas se résumer par un article de l'Express ou du Nouvel Obs fait par un culte et à charge, nous assistons à un processus aujourd'hui qui est une lente sacralisation de la Shoah, qui n'est plus aujourd'hui la compassion pour la persécution des Juifs d'Europe par le régime hitlérien, mais qui devient une espèce de religion d'État, voire une religion mondiale, et qui réintroduit le blasphème. La Shoah, l'extermination des Juifs, le génocide, doivent être sacralisés, sacrés. Et que quand on commence à s'attaquer à cela, c'est l'ensemble de notre système de valeurs qui est atteint. Et qui substitue la mémoire à l'histoire, ce qui tout ça est un processus très ambigu et très injustifiable en réalité, et par ailleurs à ce processus de sacralisation d'un fait historique qu'on sort de l'histoire par des lois d'exception qui interdisent de le remettre sous la critique de l'histoire. On désacralise tout, notamment par les Femen, et notamment par le Charlie Hebdo, c'est-à-dire on a le droit de critiquer au nom de la laïcité, l'islam et le catholicisme, en profanant les lieux de culte, en insultant le prophète, comme le fait Charlie Hebdo et les Femen. Donc on a une désacralisation de tout, y compris au niveau de la maternité, de l'enfantement, quand monsieur Berger, qui fait partie de la fine équipe, nous dit que c'est normal qu'une femme pauvre vende son ventre à un homosexuel riche pour qu'il puisse aussi avoir des gosses et jouer avec. Et vous avez d'ailleurs beaucoup choqué avec votre phrase, oui, que je vais rappeler, je vais juste la rappeler, louer son ventre pour faire un enfant ou louer ses bras pour travailler à l'usine, quelle différence alors? De toute façon, on porte toujours quelque chose pour quelqu'un d'autre, on est payé pour ça. Vous, pour faire de la télévision en ce moment, d'autres pour aller dans une usine. Donc on a une désacralisation, un processus de désacralisation intégrale de tout, des religions et de ce qui est même sacré, on va dire la mère, la famille, l'enfant, hein, désacralisation de tout, et une sacralisation d'une chose unique, qui est la persécution juive. Et cette sacralisation a pour but, en réintroduisant le crime de blasphème, de rendre incriticable l'État d'Israël, qui est un État d'apartheid d'extrême droite, raciale, théologique, militaire, qui persécute les Palestiniens, qui a créé un énorme ghetto de Gaza, qui est pratiquement un camp de concentration à ciel ouvert. Donc le but de cette sacralisation de la Shoah, c'est de rendre Israël incriticable, alors qu'Israël contrevient à tous les fondamentaux universaux des droits de l'homme, des décisions de l'ONU, etc., etc. Bon, on va remettre de la post-production. 1400 morts, dont 900 civils et 300 enfants. Voici le bilan de l'opération Plomb Durci, établie par Amnesty International. Les tirs d'obus contre des habitations, contre des écoles gérées par l'ONU et les attaques d'équipes médicales sont les principales accusations portées contre l'armée israélienne. L'armée israélienne est aussi accusée d'avoir retenu des civils dans les zones de combat contre leur gré. Et de rendre aussi incriticable le communautarisme juif en France, qui ne fait que monter, renforcer son pouvoir et sa mainmise sur l'appareil d'État, l'appareil médiatique, c'est-à-dire les lieux de pouvoir et de décision,
Je tenais à vous accueillir pour le 70e anniversaire du CRIF. Le 60e anniversaire, c'était Jacques Chirac. Nous verrons bien qui y sera pour le 80e anniversaire. Mais c'est une bonne tradition. Le CRIF, c'est une institution originale, car ce n'est pas l'État qui a encouragé, ni même décidé de la naissance du CRIF. Ce sont les Juifs qui se sont organisés eux-mêmes, qui ont choisi leurs représentants, et ce qui explique sans doute la liberté qui a toujours été la vôtre, encore aujourd'hui, Monsieur le Président, car quand vous avez des choses à dire, vous les dites. Et vous les dites librement, franchement, sincèrement, bruyamment. Et nous vous écoutons. Et donc, cette Shoah nous interdit de critiquer un communautarisme juif exacerbé et un sionisme exacerbé, et qui finalement se rejoignent dans le CRIF, dans la LICRA, dans l'UEJF, et se voient de plus en plus. Voilà. Donc on a bien là une espèce de processus oligarchique et dictatorial qui essaye de transformer une démocratie basée sur la séparation des pouvoirs, la liberté d'expression, l'indépendance de la justice, en une dictature communautaire par cette entourloupe et je sais pas comment dire, ce glissement progressif malsain et malhonnête qui s'appelle la Shoah comme religion, comme sacralité, c'est dit par des ministres français de gauche et républicains. La Shoah est un sanctuaire. On ne peut pas le profaner tous les soirs dans un spectacle. Avec la réintroduction du blasphème. Que des gens aillent à des spectacles où on rigole, où on rit de la Shoah, ça n'est pas possible, c'est insupportable. C'est clair et net, je le dis déjà dans mon bouquin Comprendre l'Empire, et ça, taxer ça d'antisémitisme est une saloperie, une ignominie, un mensonge, une injure, une diffamation, et je dis que nous sommes, nous, ceux qui luttons authentiquement contre le vrai antisémitisme, c'est-à-dire que malheureusement un peuple de plus en plus en colère et de plus en plus conscient de ce qui se passe par l'affaire Dieudonné et aussi par ce qui m'arrive en ce moment, n'en viennent malheureusement à amalgamer la totalité des Juifs avec cette petite élite menteuse et malsaine représentée par le CRIF, la LICRA et l'UEJF. Voilà. Et je répète solennellement que nous ne confondons pas les Juifs du quotidien avec cette tentative de putsch faite par ces organisations communautaires, et que nous disons bien que ce sont ces organisations communautaires sionistes qui mettent les Juifs du quotidien en danger, comme le dit très bien Jacob Cohen aujourd'hui dans une vidéo explicite. Parce que ce sont eux les dindons de la farce, en fait, finalement, les Juifs du quotidien. Si vous regardez l'origine, ce que pourrait être l'origine de la quenelle, ben vous vous apercevrez que, à quelques centimètres près, je pense que ce signe-là a pour origine un autre signe. C'est celui-là, celui des singes. Je pense que finalement, le signe qu'ils ont choisi est tout à fait providentiel. Et il prouve ma théorie, oui, ces gens descendent effectivement du singe. Et donc en vérité, à chaque fois que vous voyez quelqu'un faire la quenelle, eh bien vous pouvez être sûr que et Darwin a raison et la théorie de l'évolution est vraie. Tous ces gens-là sont les descendants de ceux qui des créatures qui pendant des millions d'années faisaient comme ça.